on va demander à François de Brugière de nous parler du dépassement de soi, de l'engagement environnemental et de l'attractivité territoriale. François, c'est un sujet qui n'est pas facile. Mais en te connaissant, tu vas le faire et tu vas nous faire sourire et rire. Ah non? Bon. Allez, bon, courage. Alors déjà, je vais appeler mes trois intervenants qui vont se mettre ici. Donc, Julien Pierre, voilà. Thierry Pariati, voilà, et Sylviane Villaudière. Vous voulez bien vous asseoir pour l'instant? Bon, ben, je vais vous dire, je fais ouf. Je fais ouf, parce que déjà, quand on m'a dit qu'on allait parler d'IA, je me suis dit, ah, ça y est, on nous fout la tarte à la crème. Bon, on s'en sort pas. Hein, et puis ensuite, l'IA, aujourd'hui, même mon frigo, il fait de l'IA. Parce qu'il sait me dire quand la température baisse et si le frigo est vide. C'est vous dire s'il est intelligent. Donc j'ai commencé à creuser un peu, puis alors vous avez eu le sujet. Hein. Allier le dépassement de soi, l'engagement environnemental et l'attractivité territoriale. C'est quand même... on est sur un fil. Hein. Bon, je me suis dit, Myriam, quand elle a pondu ça, elle sortait d'un bon repas et elle a trouvé un truc impossible. Bon, mais non, finalement, j'ai réfléchi un peu, ça m'arrive de temps en temps, sur le sujet et j'ai compris... D'abord, j'ai compris une première chose, c'est que IA, ça ne veut pas dire intelligence artificielle. Hein, parce que artificial intelligence, ça n'a jamais voulu dire intelligence artificielle. Ça veut dire extraction de données en bonne quantité. D'ailleurs, vous avez un service qui est très connu, grâce à James Bond, c'est l'Intelligence Service. L'Intelligence Service, ce n'est pas les employés les plus intelligents de la Grande-Bretagne. Hein. Ce sont les gens qui sont capables de capter les données et ensuite de les interpréter. Et l'IA, finalement, c'est ça. Hein. C'est capter des données en énorme quantité, tellement grande qu'effectivement l'homme ne sait plus les concaténer tout seul, et donc il se fait aider par des machines qui font ça. Et comme ça a été très bien dit, moi j'ai vraiment bien aimé la dernière la table ronde là, parce qu'on a vu un certain nombre d'effets qui pourraient devenir pervers. C'est que derrière l'IA, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un humain qui organise. Bon. Et celui qui organise, il organise dans le sens qu'il estime le meilleur pour lui peut-être et pour la planète éventuellement. Vous voyez ? Donc, on n'est pas du tout sur des intelligences robotisées, on est sur des systèmes de captation de données et de traduction de données. Après, il faut relier ça avec le dépassement de soi, l'engagement environnemental et l'attractivité territoriale. Et ça devient plus compliqué, mais ça reste intéressant. Ça reste d'autant plus intéressant que, bon, moi je suis grand-père, j'ai 12 petits-enfants, je me dis, mais ces 12 petits-enfants, comment ils vont faire pour vivre avec ces machines qui nous sortent des informations en permanence, dont on sait qu'un certain nombre sont fausses, et elles sont d'autant plus fausses que maintenant on sait même reproduire la voix, les gestes de quelqu'un. Ça devient grave, quoi, vous voyez. Et il faut rester intelligent malgré ça. Ben, je crois qu'avec le thème qu'on aborde là, on va comprendre que capter des données, les transférer, les redistribuer, les digérer, ça peut avoir du sens, un sens humain important. Et donc on va faire ça avec nos trois intervenants ici. Je me dis que, enfin je me dis, bon, c'est d'autres, mais quand même, je le répète, le courage, si le courage de transformer le monde, commencer par celui de se transformer soi-même. Ouh, alors là, hein, il va falloir qu'on fasse quelque chose de sérieux. Vous voyez, et peut-être que l'IA va nous aider à ça. Mais il ne faudrait pas que ça prenne le dessus. Parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais l'IA, pour moi, ça me rappelle, pour les plus vieux ici, vous avez vu quand les pubs sont sorties à la télé, on voyait dans les magasins, on voyait des affiches pour des produits, n'importe quoi, un shampoing, une télé, vu à la télé. Alors, vu à la télé, ça voulait dire que le produit était super bon, qu'il était fiable, qu'il fallait l'acheter tout de suite, et que celui qui ne l'achetait pas était un imbécile. Bon. Ben, c'est un peu pareil avec l'IA. Si je ne fais pas ce qui est dit par l'IA, c'est que vraiment je suis un moins que rien. Mais non. Nous, on se dit qu'il faut se transformer soi-même et qu'on va le faire grâce à l'IA.
Et j'ai pris un exemple d'un de mes voisins qui s'appelle Yves Parlier. Vous connaissez peut-être, c'est un marin qui était en même temps d'ailleurs ingénieur en carbone, enfin fibre de carbone, qui a fait une course autour du monde, qui a cassé son mât au sud de la Nouvelle-Zélande, qui se l'est réparé tout seul comme un grand, et qui a fini son tour du monde. Et finalement, il est devenu maintenant le fondateur d'une société qui fabrique des kites, vous voyez ces ailes-là, et son ambition, c'est de faire tracter des gros cargos par des kites. Et il est en train d'y arriver. Et donc c'est bien quelqu'un qui a su transformer un élément difficile, quasiment perte de son bateau, etc., pour en faire un élément positif et qui va permettre à la marine, dans certains cas, évidemment pas tous, de se décarboner. Donc, je me dis, finalement, effectivement, transformer le monde commence par se transformer soi-même et permettre derrière des expériences de bonne valeur. Ensuite, le dépassement de soi au service de la transition écologique. Alors là, bon, c'est autre chose. Hein. Je l'ai dit souvent ici d'ailleurs. Moi, j'ai chassé toute ma vie, j'ai chassé le puma. Le puma, c'est le projet utile, mais ailleurs. Alors, on vous met un train. Ah ben, il ne faut pas mettre de train derrière mon jardin. Derrière celui du voisin, oui, parce qu'il a un grand jardin, on peut mettre un train. Il ne faut pas mettre de bateaux, parce que les bateaux, ça pollue comme 50 millions de voitures. Bon, qui a dit ça, où il l'a vu, on n'en sait rien, mais c'est comme ça. Moi, je dis, c'est comme les escargots. Hein. Moi, je bave comme 20 000 escargots. Non, quand même pas. Bon, enfin bref. Tout ça pour dire que on a besoin, dans notre monde, de se remettre en question et pour l'engagement environnemental, faire en sorte que les choses avancent dans le bon sens. J'étais dans la distribution. Et dans la distribution, depuis très longtemps, on dit ouais, il faut faire du bio, il faut faire du vert, il faut faire du ci, il faut faire du là. Dans les appels d'offres qu'on faisait pour acheter, on mettait toujours, et puis alors, hein, engagement environnemental, machin truc. Personne n'en tenait compte, et les appels d'offres se faisaient finalement sans tenir compte de cette affaire-là. Surtout que souvent, les fournisseurs, ils vous proposaient d'aller planter des bambous aux Philippines ou au Malawi oriental, et évidemment, personne n'allait voir qu'ils avaient planté des bambous. Bon, bref. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que depuis, on va dire, les 4-5 ans, les entreprises, effectivement, prennent en compte de plus en plus les critères environnementaux dans leurs décisions d'achat. Et donc, on voit bien que le monde avance. On voit bien que le monde avance et qu'on va devoir de plus en plus prendre l'engagement environnemental comme une nécessité pour notre travail quotidien. Et comme on est ici dans le 5T, le T de territoire, eh bien, il faut voir comment cet engagement environnemental peut devenir un levier de développement territorial. Et bon, on a vu déjà quelques exemples, hein, de gens qui nous expliquent, d'ailleurs ici à La Rochelle, et je pense au départ que 5T s'est installé à La Rochelle, parce que justement c'est une ville où le développement territorial, le développement environnemental a été très fort. Hein. D'ailleurs, parce que j'étais là, absolument. Oui, tout à fait, il faut le dire. Hein. Bon, j'ai eu un prédécesseur en la personne de M. Crépeau, puis un autre en la personne de Jean-François Fontaine, hein, qui ont fait beaucoup de choses pour cette ville, et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, à part la circulation en centre-ville, La Rochelle est devenue une ville assez agréable, il faut le dire. Voilà. Donc, moi je sors de tout ça en me disant que chaque dépassement de soi est un grand espoir pour se dépasser à l'avenir tous ensemble. Et les 3 personnes qui sont ici avec moi vont vous le prouver sur des exemples qui sont assez loin, d'un certain côté, de l'utilisation habituelle de l'IA, de l'informatique, etc. D'abord, on va voir Julien Pierre, bon, sportif de haut niveau, qui fut un temps à La Rochelle, hein, en rugby. Ça, la carrure, ça se voit, hein, c'est pas du golf, hein, c'est du sérieux. Et qui maintenant a monté, il va vous l'expliquer, un label pour le sport et pour expliquer comment on peut impliquer les sportifs dans ce développement de l'environnement dans le cadre d'activités humaines concrètes sportives. Ensuite, on verra avec M. Parienti, Thierry Parienti, alors on verra une personne aussi, c'est
c'est des profils bizarres, mais c'est bon. Hein. Mais non, Thierry Parienti, il s'est intéressé à la batterie alors qu'il n'y connaissait que dalle. C'est lui qui me l'a dit. Bon. Mais ça a bien marché, et du coup, c'est évident, eh ben, il s'est tourné vers un club de hockey sur glace. Vous voyez le lien, mais il vous l'expliquera. Et donc, il a remonté à Bordeaux le club de hockey sur glace. Je veux dire, en tant que Bordelais, c'est dommage qu'il ne se soit pas intéressé à l'équipe de foot parce qu'il y avait besoin de quelqu'un pour le faire. Mais bon, c'est un autre débat, nous en parlerons un autre jour. Et puis, on aura enfin Sylviane Villaudière qui vient nous expliquer comment on permet une transformation des hommes et des entreprises. Alors, elle a écrit un livre, d'ailleurs, qui devait être vendu ici, mais il a été tellement sollicité par des acheteurs précédents dans les cours qu'elle a, qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bouquin à La Rochelle. Mais elle est là pour vous expliquer tout. Puis de toute façon, son livre, vous pourrez le trouver chez Dunaud. Elle vous en parlera un peu. Et vous verrez comment ça peut se développer, sachant que pour elle, c'est réussir sa transformation durable. Alors, je vous rassure, ce n'est pas pour vous parler des LGBT, c'est pour vous parler d'une transformation en profondeur de votre façon d'agir et de votre façon de faire. Voilà. Voilà les trois intervenants que nous allons avoir. Je vais passer tout de suite la parole à Pierre Julien, qui va nous expliquer comment il est arrivé à son label et puis la fondation qu'il a créée pour s'occuper des animaux. Pardon ? Oui, ça aurait été mieux parce qu'il y a le micro et tout. Bonjour, vous m'entendez bien ? Bonjour à tous et à tous. Ravi d'être parmi vous, ravi d'être à La Rochelle. Grand plaisir de revenir à La Rochelle. J'ai eu la chance de jouer au Stade Rochelet il y a de nombreuses années. Je voulais commencer, je ne vais pas vous parler d'IA, on a entendu parler pendant 2 jours, par cette image évidemment de rugby, Nelson Mandela qui remet le trophée de la Coupe du Monde à François Pinard en 1995. Et Nelson Mandela a cette phrase « Le sport peut changer le monde ». Au-delà de l'image du symbole, évidemment, lui, quand il parlait du sport peut changer le monde, il parlait de son pays natal et des problèmes racistes qui existent et qui existaient et qui existent toujours dans son pays. Et que le sport était un vrai outil, levier pour pouvoir unifier deux populations. Nous, on est persuadés que le sport aussi peut accélérer la transition écologique sur tous les territoires. Comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de jouer de nombreuses années. Je suis aussi engagé sur de nombreux sujets. J'ai créé une fondation pour la protection de l'environnement et des espèces menacées il y a maintenant plus de 15 ans, quand j'étais encore joueur, qui existe toujours. Mais à la fin de ma carrière, j'ai décidé d'utiliser le sport vraiment comme levier pour accélérer la transition écologique. Et on a créé un label éco-responsable pour les acteurs du monde du sport, que ce soit les clubs amateurs ou professionnels, les événements sportifs de toute taille, les sites sportifs, les établissements sportifs, mais tout ce qui est fédération, ligue, comité. Un outil universel qui s'adresse à tout sport, tout niveau et tout territoire. On pense que le sport, par son rôle pédagogique, le sport amateur, par son rôle pédagogique auprès de nos plus jeunes, de nos enfants, et par le devoir d'exemplarité sport professionnel, nous nous sommes donné comme mission d'engager, grâce à cet outil universel, qui permet de structurer, de mesurer, mais surtout de valoriser l'ensemble de leurs actions. Et l'objectif de pouvoir valoriser ces actions, c'est de pouvoir valoriser auprès de leurs différentes parties prenantes, que ce soit les pouvoirs publics ou les pouvoirs privés, les entreprises. Ça, j'expliquerai un petit peu plus loin. Avec une vision, c'est vraiment de faire du sport un levier majeur de la transition écologique sur tous les territoires, tout sport encore une fois, à tout niveau, que ce soit un club de hockey sur glace, un club de rugby comme La Rochelle, que ce soit un marathon, une course au large qu'on peut avoir ici, c'est d'utiliser le sport comme un levier de transformation des territoires. Comment fonctionne le label ? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a créé un référentiel avec l'ADEME, que ce soit la gestion des déchets, le transport, l'alimentation,
gestion numérique aussi, qui sont des points importants évidemment, notamment avec l'IA, si on parle de l'IA, 350 critères, autour de critères quantifiables et mesurables. Alors, pour ce genre de référentiel du système 350 critères, c'est pour les plus grosses structures, évidemment, hein, quand on parle d'un petit club amateur ou d'un petit événement ou d'un site, évidemment, chaque référentiel est adapté ou est adaptable. 3 niveaux de labellisation suivant la performance environnementale des structures avec qui on travaille, et un label qui est valable 2 ans. Pourquoi s'engager pourquoi les structures s'engagent avec nous? C'est pouvoir bénéficier d'un engagement et de rentrer véritablement dans une démarche de progrès continu à travers un rapport qu'on fournit aux structures qu'on audite, un rapport complet, personnalisé, structuré. C'est la mise en relation avec des acteurs vertueux à travers des webinaires, des catalogues de solutions qu'on leur fournit. C'est pouvoir bénéficier aussi à tout un suivi des obligations légales à travers une veille normative qu'on leur fournit également. Faire partie d'une communauté à qui on pouvoir partager les bonnes pratiques, et également, parce que c'est toujours important de pouvoir partager, de pouvoir réseauter, de pouvoir avancer collectivement pour un sport plus vertueux. On a la chance d'avoir un partenariat avec l'équipe où tous les ans on a le palmarès Fair Play Planet qui paraît dans l'équipe mag, l'équipe.fr, et on en parlait tout à l'heure avec Thierry, c'est que dans le sport, de faire partie d'un palmarès, d'un classement, c'est toujours challengeant. Donc, il y a toujours ce challenge qui est mis en place et chaque structure a envie de progresser d'année en année. Et donc, c'est vraiment cette ambition de faire avancer l'ensemble des actions. Mais c'est pas que ça, c'est qu'aujourd'hui, les subventions publiques, on sait tous qu'elles commencent à diminuer, de plus en plus de collectivités, et qu'on conditionne leurs subventions. Donc, certaines structures avec qui on travaille ont permis d'aller chercher des subventions additionnelles parce que justement ils s'étaient engagés avec nous. C'est la possibilité d'aller discuter avec de nouveaux sponsors qui, eux, sont engagés sur les sujets de transition écologique, ou de pouvoir animer des partenariats déjà existants avec des partenaires, justement à travers le label et à travers les actions qui sont menées dans cet engagement de démarche d'amélioration continue. Il y a aussi un point qu'on n'avait pas mesuré, et peut-être que l'IA aurait pu nous aider, mais ça a servi à plusieurs structures avec qui on travaille d'aller fidéliser des éducateurs. Parce que justement, ils s'engageaient dans cette démarche, et les éducateurs qui changeaient régulièrement de discipline dans certains sports, ont pu trouver aussi une voie et s'engager différemment dans le sport ou dans le club dans lequel ils étaient engagés. Certaines structures ont pu permettre aussi d'aller chercher de nouveaux bénévoles. On parle de plus en plus qu'il y a une perte du bénévolat dans le sport, c'est vrai, mais aussi il faut pouvoir animer ces bénévoles qui s'engagent différemment, mais ça permet aussi d'aller chercher des compétences à travers ces engagements-là. Et donc ça, c'est une vraie plus-value pour les structures avec qui on travaille. Et juste, je ne vais pas être très long, mais juste pour finir, quelques exemples. Nous, aujourd'hui, on a travaillé par exemple avec l'agglomération du Grand Paris Sud pour labelliser une dizaine de structures de piscines, patinoires et stades qui gèrent, qui permet à l'agglomération du Grand Paris Sud d'animer aussi toutes leurs équipes et d'engager, de valoriser aussi toutes les infrastructures qu'ils ont pu mettre en place. On a signé un partenariat avec MGEN qui a écrit une stratégie climat par rapport à son activité, par rapport à son investissement, par rapport évidemment à sa réduction d'empreinte carbone. Et dans cette stratégie climat, a intégré le label Fair Play Planet dans ses partenariats sportifs. En gros, demain, MGEN, tous ces partenariats sportifs devront être labellisés par Fair Play Planet, qui permet de valoriser ce qu'ils mettent en place et qui correspond à leur stratégie climat globale et engager aussi une démarche auprès des partenaires sportifs. On a signé aussi un partenariat avec la Ligue Magnus Synerglace, et c'est pour ça que je finis par ça. La Ligue Magnus Synerglace, c'est la ligue de hockey sur glace professionnelle en France. C'est 12 clubs. Le partenaire majeur Synerglace est un acteur de la glace qui œuvre auprès des différentes patinoires et hautes surfaces de glace en France, qui sponsorise cette ligue et qui a dit « Moi, je veux que les 12 clubs de la Ligue Magnus s'engagent dans cette démarche collective
de labellisation. Et les 12 clubs de la Ligue Magnus sont engagés, et donc les Boxers de Bordeaux sont aujourd'hui labellisés Fair Play Planet. Nous, aujourd'hui, Fair Play Planet, on est une petite équipe, mais on a déjà 80 structures engagées à nos côtés. On va du club de Bordeaux, des Boxers de Bordeaux, jusqu'à le club de ski de Val Thorens, des courses au large, le stade Rochelet, l'Olympique Lyonnais, mais des petits clubs de rugby, de foot, des établissements, une patinoire en Belgique, des clubs en Belgique avec qui on vient de signer également. On vient de signer aussi un club de basket en Suisse. On aura signé des structures aussi en Espagne. Et on a vraiment l'ambition de devenir le label de référence qui peut, aider les structures sportives à s'engager véritablement dans cette démarche de transition écologique et d'accélérer la transition écologique aussi des territoires, parce qu'engager un club, engager un événement, c'est engager un territoire dans cette démarche. Et aussi accompagner les marques qui investissent dans le sport à avoir des critères objectifs, au-delà des critères sportifs et commerciaux, mais aussi des critères extra-sportifs financiers, je ne sais pas comment on peut les appeler ça, pour pêcher véritablement leurs investissements et leur sponsoring. Voilà, je laisserai la place à Thierry qui, je pense... Pas de suite. Ah là. Vous avez une autre fonction. Oui. Vous êtes le parrain. Ah. Et donc, vous êtes le parrain de la promotion 100 leaders pour la planète. Exactement. J'ai eu l'honneur d'être parrain de la promotion 100 leaders pour la planète, et j'en suis ravi. Voilà. Un grand honneur. Et alors, est-ce qu'il y en a ici, là, des 100 leaders pour la planète? Ah oui. Oui. Eh bien, les 100 leaders pour la planète, là, venez. Vous allez faire une photo avec le parrain. Vous vous mettrez devant le parrain parce que derrière, on ne vous verra pas. Alors, les 100 leaders sont comme ça. Vous devez être fiers d'avoir un parrain comme ça, là. Engagé. Bien versé. Ah oui. Voilà. Rien, hein. Moi, je me mets derrière parce que je ne suis pas sans leader. Non, j'étais troisième ligne. Donc, on regarde le photographe. Pardon pour tous les autres, mais on ne pouvait pas louper une photo avec le parrain de 100 leaders pour la planète. Regardez là-bas. Et où la caméra? Ah, moi, je suis dans l'ombre. Ah non, allez, venez. Faut avancer. Merci beaucoup. Merci. Et alors, il faut savoir aussi que vous avez dans le hall, là, un stand pour vous inscrire si vous souhaitez devenir le 101e leader. Hein, voilà, donc il ne faut pas hésiter. C'est une formation d'avenir. Bon, donc maintenant, on va parler avec Thierry Parienti. Déjà, c'est un client du premier. Donc, on a eu le fournisseur, maintenant, on a le client. Et après, on aura l'utilisateur peut-être. Et après, on aura l'utilisateur. Voilà. Bon. Et en plus, il va nous expliquer comment on va de la batterie au hockey. Ouf. Merci, bonjour à tous. Alors, je préfère celui-là, ça ne vous dérange pas? Voilà, on innove, comme ça c'est mieux. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de leaders, donc moi, effectivement, je vais vous parler des leaders, puisque je vais faire un parallèle entre le monde de l'entreprise et puis le monde du sport. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai atterri dans la batterie, mais je connaissais absolument rien. J'ai rien de technique à la base sur la batterie. Ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années. Et il y a 10 ans, j'ai jamais patiné, je ne sais pas jouer au hockey sur glace. J'ai repris un club de hockey sur glace qui est donc à Bordeaux, les Boxers de Bordeaux. C'est le deuxième sport après un fameux club de rugby, on va dire, à Bordeaux actuellement. Et c'est le premier sport de salle où effectivement on fait à peu près 3500 spectateurs et 80% de guichets fermés sur Bordeaux. Donc en fait, Volteo, tout d'abord, c'est une entreprise innovante qui est basée aussi à Bordeaux, spécialisée dans la distribution de batteries pour la mobilité, notamment tout ce qui va être batterie démarrage. Et on est sur un point pivot où, effectivement, grâce à l'innovation, on est en phase de construction d'une usine de reconditionnement de lithium. Donc, on va passer d'un modèle de distribution à un modèle un peu plus industriel. Et on est actuellement sur ce point pivot. J'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Le sport et l'industrie, en fait, pour moi, en tout cas, dans mon domaine,
moi souvent je fais des parallèles et je trouve qu'il y a beaucoup de points communs pour notamment mieux, je dirais, réussir les défis environnementaux et utiliser l'innovation. Car comme on le disait tout à l'heure, l'innovation c'est une chose, c'est bien, mais par contre, c'est vraiment le leadership et c'est vraiment l'être humain qui fait la différence. Donc le dépassement de soi et le leadership, ce sont des choses, ce sont des mots en tout cas qu'on retrouve beaucoup dans le sport, parce que sans leadership, sans dépassement de soi, on ne peut pas progresser. Et clairement, dans l'entreprise, c'est aussi pour moi la même chose. Et c'est une sorte de parallèle entre un capitaine ou un entraîneur et la notion de chef d'entreprise. On est très souvent amené à prendre des décisions très rapides sur un terrain. On est amené aussi à prendre des décisions aussi très rapides sous pression en tant que chef d'entreprise. On est obligé d'embarquer soit des collaborateurs, soit l'équipe. Et la notion de seul, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. C'est clairement la définition, en tout cas, de ce parallèle-là. Créer une culture d'équipe aussi, c'est important, qui mobilise vers un objectif commun, durable. Ça fait partie, en tout cas, des vecteurs communs entre, je dirais, la compétition, le sport et le monde de l'entreprise. Donc, leadership au service de la transition énergétique, clairement, c'est d'inspirer, c'est de pouvoir être un peu une sorte de point GPS, de donner la stratégie à l'ensemble de l'équipe, de ses collaborateurs, des partenaires pour faire mieux, toujours mieux, de jour en jour, de battre, je dirais, ce que l'on peut faire. C'est le principe et c'est l'ADN même d'une entreprise. Mon fournisseur. Donc, Fair Play for Planet. Effectivement, Julien a créé ce label et on a eu l'honneur de pouvoir concourir par le biais de notre ligue. On a terminé sur le premier classement, donc qui est paru au mois de juin, 9e club français, tous sports confondus, sur ce classement, de par l'ensemble des initiatives. Et les premiers freins que moi j'avais au niveau de l'entreprise, au niveau du club, c'était de dire, de toute façon, on est dans une patinoire. On ne peut pas dire que ce soit le mieux en termes d'énergie et de consommation d'énergie, donc ça ne sert à pas grand-chose, ou en tout cas, on sera sûrement dernier. La preuve que non, puisqu'effectivement, dans E5T, il y a énergie, mais il y a aussi territoire, il y a aussi action, on va dire, de cohésion, il y a environnement, etc. Et en fait, quand est apparu le classement final, on s'est retrouvé dans le top 10 de l'ensemble des sports confondus, et c'était plutôt une très belle performance. Et on n'a pas, je dirais, l'avantage d'un label, c'est qu'on a juste pris l'ensemble des choses que l'on faisait depuis 2-3 ans ou même 5 ans, on les a formalisées, on n'a rien fait de plus, donc ça veut dire qu'en plus on en a encore, je dirais, sous le coude. Et au niveau effectivement de Volteo, on a été labellisé RSE il y a 3 ans, on a été une des premières entreprises sur le segment de la batterie en France à être labellisée. Là, c'est une photo où on peut voir en fait en termes de leadership, c'est une soirée puisque en fait tous les matchs ont des thèmes et là en fait on avait réuni l'ensemble des mascottes des sports bordelais, donc basket, foot, rugby, etc. Et au premier but des boxers en fait on avait amené des peluches, les spectateurs amenaient des peluches et ils ont été jetés sur la glace pour les enfants malades, on les ramasse dans les hôpitaux, on va les distribuer ensuite dans les hôpitaux. Voilà, donc c'était juste un clin d'œil sur le fait de rassembler et d'avoir des actions territoriales. La transition écologique et énergétique, c'est un projet aussi donc collectif. Tout à l'heure, je vous disais, au niveau de l'entreprise Volteo, on est sur un point pivot où aujourd'hui on va passer du mode distribution au mode usine et notamment reconditionnement de batteries au lithium. Et pour nous, c'était extrêmement important d'être, je dirais, sur notre territoire, donc le territoire voisin, puisqu'on est en Gironde, et notamment sur un territoire un peu plus rural. Et aujourd'hui, on va donc ouvrir une usine sur la commune de Bazas, près de Langon, où on a l'appui, je dirais, de l'ensemble des politiques, l'appui de la population, et on s'attelle à recruter, je dirais, des personnes locales, car souvent sur ces territoires un peu plus ruraux, la mobilité notamment ne leur permet pas de venir travailler en ville, puisqu'on est à plus de 35 minutes quand tout va bien de Bordeaux, ce qui fait quasiment 1 heure. Donc pour nous, c'était en tout cas très important de s'inscrire sur
ce segment-là. Au niveau du club, on a essayé en tout cas d'être, je dirais, un club modèle ou de catalyser l'engagement auprès des jeunes et du public local sur la notion de transition énergétique, de qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer, je dirais, le futur de la planète. Donc on a lancé des initiatives qui sont conjointes et communes. Depuis maintenant 2-3 ans, on participe activement aux campagnes sur la gestion des déchets par la ville Bordeaux Métropole, où on réalise des films sur ce segment-là auprès de la population. On a depuis l'année dernière au niveau de la patinoire, je dirais dans la gestion des buvettes, on accueille des pizzas, on en vend plus de 300 je dirais par match, et on a la gestion du carton des pizzas, donc on collabore aussi avec le public. On a mis des jeunes du club avec un maillot collecte pour que justement on puisse beaucoup mieux gérer ces déchets-là. On réduit le cartonnage où avant on avait l'ensemble de la boîte de pizza. Cette année, on va juste mettre le support du dessous pour éviter d'avoir, je dirais, trop de déchets, même si c'est recyclé en carton. Voilà. Donc, et puis toutes les actions territoriales qu'on peut faire comme tout club, je dirais, de sport qui est vecteur de ces valeurs. Enfin, le rôle des leaders locaux dans la transformation globale, c'est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, la transition ne se fera pas sans innovation. On est toujours obligé d'avoir un point de rupture. Souvent, c'est des fois des mauvaises nouvelles, comme tu le disais, et on en fait une opportunité. Donc, il y a ces points de rupture. Il faut innover. Souvent, on nous dit que c'est pas possible, mais à l'arrivée, effectivement, on se rend compte que c'est possible. Moi, je connaissais pas le hockey sur glace, et aujourd'hui, ça fait 11 ans que j'en dirige un. Et sans engagement collectif, effectivement, on n'arrivera pas à diriger quoi que ce soit, sinon ça s'appelle une URL et non plus une entreprise. Donc ça, je dirais, c'est vraiment important de pouvoir embarquer l'ensemble de ses collaborateurs et pour un club de sport, l'ensemble de ses partenaires, car là aussi, sans partenaire, malheureusement, on ne va pas très loin. De fédérer les énergies aussi entre l'industrie, les territoires, les organismes publics, les institutions et les citoyens. Et ça, c'est un travail qui se fait d'année en année. Je dirais qu'aujourd'hui, au niveau du club des boxeurs de Bordeaux, on est vraiment installé durablement en termes de notoriété sur la ville de Bordeaux. Mais ça, c'est un travail qui s'inscrit d'année en année par des valeurs qui sont construites tous les jours au niveau de l'ensemble des actions que l'on peut mener. Et enfin, effectivement, c'est créer des passerelles entre le sport, la technologie et la durabilité. Et c'est vraiment de pouvoir, je dirais, faire fusionner, que ce soit le monde entrepreneurial ou que ce soit l'innovation ou que ce soit le sport d'une manière générale, avec des valeurs environnementales que tu peux porter, toi Julien, ou même que tout le monde porte ici. Donc voilà. Bien, merci beaucoup. Oui, ce qui fait l'intérêt, je trouve, de 5T, c'est qu'on a assez peu d'écolos penseurs censeurs, on a plutôt des écolos faiseurs et positifs. Et ça, c'est la grande force de cette association. Et c'est pour ça qu'on remercie ceux qui la font, en particulier Myriam et son équipe, de poser des exemples qui permettent de croire que le monde peut aller mieux si on veut bien qu'il aille mieux. Ça, c'est super bien. Et donc maintenant, on va terminer, puisque ce sera la dernière intervenante de cette session de 2 jours, par Sylvaine Villaudière. Alors, elle est vice-présidente de la Société d'encouragement pour notre industrie nationale. Donc, elle vous expliquera de quoi il retourne. Elle est également, c'est tout à fait naturel quand vous êtes à ce poste-là, vice-présidente de la Fédération française de golf. Voilà. Elle nous expliquera aussi comment on fait les deux, mais on a vu déjà dans les 2 cas précédents qu'on pouvait faire beaucoup de choses différentes et y arriver avec plaisir. Et puis donc, elle a écrit un livre, et je dis qui est tellement demandé qu'il n'est pas disponible ici aujourd'hui, mais elle saura vous dire comment récupérer le livre en question. Voilà, je vous laisse la parole.
Vous le Ah, faites tout Oui, enfin, je peux Comme me vous voulez. déplacer, je vais prendre vous avez la la zapette. zapette. Merci beaucoup François et merci à Myriam et à la Fondation. Je suis très heureuse de vous retrouver et d'être avec vous. Vous m'avez présenté comme un animal un peu atypique, comme en tous les cas Thierry et Julien. Ce que je partage avec vous, messieurs, c'est le fait d'être un peu multicasquette et je crois que dans cette salle, je partage cela avec vous tous. En tous les cas, nous sommes tous des citoyens, des engagés, des professionnels, des experts, tout ce que l'on veut, et aussi parfois des sportifs. Et on peut faire du golf et être dirigeant d'entreprise et être engagé pour la transition, pour la transformation depuis plus de 35 ans, c'est mon cas. En l'occurrence, ce que je voulais peut-être partager avec vous, si ça marche, c'est qu'effectivement, ce sujet que vous m'avez demandé de traiter, en conclusion, et j'en suis très heureuse parce que quelque part, il y a peut-être un certain nombre de mots que j'ai entendus déjà aujourd'hui. Hier, malheureusement, je n'étais pas avec vous parce que, comme il l'a dit, mon livre est très demandé. J'étais à la REF du MEDEF avec beaucoup de dédicaces et beaucoup de choses, mais en l'occurrence, le livre, il est pas là juste parce que le libraire ne l'a pas commandé. C'est pas très grave. Vous allez pouvoir le commander autrement et il n'y aura aucun problème. Mais en l'occurrence, j'ai des convictions que je pense que l'on partage tous ensemble. C'est que pour réussir cette alliance, allier dépassement de soi, engagement environnemental, attractivité territoriale, eh bien, tout cela, finalement, ça relève de la même chose. Ça relève des questions de choix, de responsabilité, des responsabilités personnelles que l'on a dans nos vies de citoyens, de personnes, de nos responsabilités professionnelles. Et ce sont des choix que, à chaque instant, dans nos vies, nos multiples vies, on prend des décisions. Qu'elles soient petites, qu'elles soient lourdes, qu'elles soient importantes. Nous prenons tous, à tout moment, des décisions. Et ces décisions, c'est de cela dont on va parler, parce que c'est cela ce que l'on est. Nous sommes tous des décideurs. C'est le parti pris que j'aimerais que l'on partage tous ensemble. À chaque instant, nous sommes tous décideurs et on décide de notre avenir, et de l'avenir commun et de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de notre planète, de l'avenir de nos entreprises, de l'avenir de nos sports, de l'avenir tout simplement de notre vie. Et pour cela, évidemment, comme tous ici, je pense, nous partageons le même cap. Et je pense qu'en introduction de ce que je voulais vous partager avec vous, c'est important que l'on se rappelle qu'on est tous là ensemble, finalement, pour faire qu'une chose, c'est minimiser nos impacts négatifs et optimiser nos impacts positifs. Parce que, on l'a bien entendu ces 2 journées, en permanence, nous sommes face à des paradoxes. Nous devons gérer nos paradoxes, des contradictions. L'IA, parfois c'est formidable, mais parfois c'est catastrophique. Catastrophique notamment, et on le sait, sur l'impact pour les émissions carbone, ça va être terrible. L'impact sur l'eau, l'impact sur les matériaux, nos ressources. Mais c'est fabuleux parce que c'est aussi cela qui va nous permettre de continuer à progresser, à nous éduquer, de continuer à nous soigner mieux et encore et en développant à volume extraordinaire les potentialités. Donc, voyons comment on peut faire tout cela et comment le faire. Eh bien, ça commence évidemment par soi-même. Par soi-même, et vous l'avez dit François, le dépassement de soi, c'est par là que tout commence. Parce qu'il faut en permanence, dans un monde totalement en danger, dans un monde de chaos, on ne va pas se mentir, nous vivons dans un monde chaotique qui ne va probablement, malheureusement, que renforcer son chaos d'année en année. Là, et de toute façon, je ne vous apporterai pas une mauvaise ou bonne nouvelle. Vous le savez, le changement climatique, il est largement engagé et il va continuer à se dégrader parce que de toute façon, l'IA, ne serait-ce qu'elle, et tout le reste, et beaucoup d'autres choses, continuent à dégrader les performances mondiales dans ce domaine. Donc, en l'occurrence, il va falloir se dépasser pour tenir le coup
Et nous-mêmes, chacun de nous, il faut se dépasser pour sortir de nos zones de confort, trouver les moyens pour soi-même se transformer, soi-même trouver les façons de s'adapter et d'organiser nos vies. Alors pour cela, et vous le savez, quelques mots-clés évidemment, mais l'innovation, évidemment ici, vous le savez bien, faire preuve de curiosité en permanence, aller chercher l'ouverture d'esprit, et ça, l'IA aussi nous l'apporte, bien sûr, peut nous aider à être encore plus innovants. L'anticipation, parce que dans un futur incertain, dans un monde de l'incertitude, dans un monde de risques permanents et à tous les instants, l'anticipation, elle peut être une des façons d'articuler les solutions et de voir de quelle façon on appréhende l'incertitude, on réveille son intuition, on réveille sa vigilance face aux risques et face aux déviances de l'IA. Je ne vais pas y revenir, la table ronde précédente l'a largement développée, mais quoi qu'il en soit, anticiper, essayer de prévenir, s'organiser et s'alerter mutuellement. Et soi-même être vigilant. Et la gestion des crises, bien entendu, se réinventer en permanence et savoir négocier. Parce que gérer une crise, de toute façon, par évidence, ça va vouloir dire trouver des solutions et les négocier autrement. Bien sûr, pour tout cela, se transformer et se sortir de ses gonds, si je puis dire, être soi-même dans le dépassement de soi, c'est savoir faire tout cela, innover en permanence, se réinventer, anticiper ce que l'on va devenir et son propre futur, gérer ses propres crises, qu'elles soient personnelles, professionnelles, citoyennes ou à tout point de vue, et être exemplaire. Et ça, c'est le rôle du leader notamment aussi, puisque c'est le sujet de ces 2 journées. Être exemplaire, ça commence par ça. Et ça commence aussi, être dans l'exemplarité, par être courageux. Courageux pour sortir de ses gonds, montrer l'exemple, mais aussi prendre soi-même ses propres risques et avoir beaucoup de courage. Hier, j'ai au MEDEF rencontré quelqu'un de fabuleux, je vous le dis aussi, ça fait partie des sportifs incroyables et formidables qui écrivent des bouquins, qui vient de sortir, il s'appelle Nicolas Fetchger, vous l'avez peut-être déjà lu, il vient de sortir un livre qui s'appelle « Oser l'impossible ». Je vous recommande, il fait des choses incroyables et lui, il est dans ce domaine de comment, lorsqu'on est leader, avoir le courage et oser sortir de ses peurs, en fait. Alors, pour aller plus loin sur ces questions-là, moi, je vous engage à regarder les travaux, notamment de l'association HLU, Heart Leadership University, parce que cette association, elle regarde en particulier comment les leaders, comment les décideurs peuvent, grâce au réveil de l'empathie, au réveil d'une sorte de compassion, au réveil des capacités d'intuition qui sont en nous, mais qu'il faut réveiller, et que peut-être parfois l'intelligence artificielle a tendance à nous gommer, parce parfois on fait plus confiance aux algorithmes qu'à sa propre intuition. Le leader, il a un intérêt à réveiller toutes ses capacités et à réveiller ce que HLU appelle l'intelligence du cœur. Donc ça, je vous engage à regarder les travaux de HLU, ils sont absolument fabuleux et ils prouvent par A plus B que cette capacité à réveiller son intelligence du cœur pour un leader est absolument essentielle, en particulier à l'heure de l'IA, parce que c'est ainsi qu'on pourra avoir plus ce que l'on a tous entendu aujourd'hui, plus de discernement, plus de capacité critique, plus de recul, plus de compréhension sur les choses. Et donc, une meilleure capacité de prise de décision, c'est le terme que j'ai évoqué dès le départ. Mais bien entendu, ce dépassement de soi, cette capacité que nous avons, nous leaders, à nous transformer nous-mêmes pour transformer nos entreprises ou nos capacités ou nos territoires, eh bien, ça ne va pas suffire le dépassement de soi. Et il est évident que tout cela est une approche qui peut être gérée avec efficacité dans le collectif, au sein et avec son écosystème. Donc, pour cela, évidemment, vous le savez bien, cette capacité à embarquer, Myriam est une des leaders qui sait faire ça et depuis tellement d'années. Moi, je dois dire, et je suis très fière d'être ton amie et d'avoir pour toi, avec toi, cette capacité d'embarquement qui est tellement ton talent et que vous connaissez bien tous parce que c'est lorsqu'on a cette capacité d'être un leader d'inspiration,
lorsqu'on sait coordonner les équipes, la gestion, la complexité des projets, la complexité des enjeux, lorsqu'on sait faire tout cela, lorsqu'on sait transmettre, évidemment, c'est extrêmement important d'expliquer, de communiquer tous ces défis qui sont tellement complexes et qu'il faut savoir expliquer, et notamment à nos jeunes aussi, tout cela sans oublier les approches artistiques, culturelles, les nouveaux récits, toutes ces approches qui permettent justement de transmettre avec efficacité, eh bien, tout cela est important, tout comme le fait de savoir gérer ses partenariats, et on n'y arrive en rien si on ne s'appuie pas sur son écosystème. Donc, tous ces éléments-là sont majeurs. Vous savez qu'il y a, sur ces sujets-là, du collectif, comment on embarque, y compris dans le monde territorial. Il y a beaucoup de travaux de recherche. Moi, je vous engage à regarder quand même tout ce qui est fait sur le sujet des parties prenantes, notamment l'association et le comité 21 fait beaucoup de choses dans ce domaine, avec là des études qui sont sorties et avec notamment les enjeux des hommes. Vous connaissez peut-être tous ces cabinets qui font des études sur ces sujets. Et moi, je voudrais vous parler d'un exemple, parce qu'effectivement, il peut vous paraître un peu étonnant, l'exemple du golf. Mais typiquement, dans le monde du sport, si on veut l'alliance entre la performance sportive, et Dieu sait que pour être un excellent golfeur, je peux vous garantir qu'il faut être un sportif de très très haut niveau, parfaitement aligné, de la tête aux pieds, pour tenir et gérer son alignement de sa propre balle à l'endroit où il faut la mettre. Il faut évidemment savoir travailler sur son territoire, avec son territoire, parce que la particularité du monde du golf, c'est d'être un sport qui contribue à l'aménagement du territoire, en l'occurrence. Un golf qui a des espaces naturels, qui a des espaces extrêmement précieux, riches en biodiversité, riches en qualité de nature. Et cet espace et cette beauté que nous avons la responsabilité de préserver, eh bien, le monde du golf, c'est sa particularité. Une particularité d'être sur, en France, 730 structures de golf. On a 33 000 hectares en France d'espace golfique, ce qui est énorme. Et on est présent dans toutes les régions, sous tous les climats, dans tout type de sol et tout type de configuration par rapport au stress hydrique notamment. Et en l'occurrence, pour développer ce sport, qui est un sport essentiel pour plein de raisons, il tient et nous permet de vivre bien dans nos corps, dans nos têtes, pendant toute sa vie. On peut jouer au golf jusqu'à la fin de sa vie, à tous les âges, avec tous les types de publics. Et en l'occurrence, on apprend aussi à être connecté avec la nature par ce sport, avec ce sport. Et on peut le développer. Il y a aujourd'hui, il faut savoir, plus de 800 000 pratiquants de golf en France. Et c'est le 4e sport collectif individuel en France. 450 000 licenciés. Donc c'est pas rien. Et c'est aussi formidable parce qu'il a la capacité d'investir pour aider les territoires à tenir la résilience et à développer leur biodiversité notamment. Donc en l'occurrence, pour faire cela bien, évidemment, on travaille avec les collectivités, on travaille sur les territoires avec nos territoires. On a un gros sujet qui est l'entretien de nos gazons sportifs. L'entretien des gazons sportifs, vous imaginez bien, c'est l'entretien durable, ça veut dire du zéro phyto. Et là, aujourd'hui, la réglementation, quelque part, elle nous aide, parce que de toute façon, aujourd'hui, en France, c'est interdit. Donc c'est devenu interdit depuis le 1er janvier 2025. Et on a une nécessité, une obligation à trouver des capacités d'entretien durable de l'ensemble des gazons. Et pour cela, on travaille, parce que c'est difficile, de trouver des capacités à tenir les maladies de nos gazons, les maladies qui sont liées à plein de choses, les champignons, enfin plein de sujets qui sont liés aussi au changement climatique. Et quoi qu'il en soit, pour ça, on travaille en fédération avec les sportifs du monde des autres gazons sportifs, comme le rugby, comme le foot, comme les hippodromes, pour trouver toutes les solutions de recherche, notamment les nouvelles graminées qui permettent
d'avoir du gazon qui n'a pas besoin d'eau ou quasiment pas d'eau et qui peut tenir le stress contre les maladies. Et puis, il y a des capacités d'entretien, de possibilités d'entretien des gazons qui sont en train d'être portées, recherchées. Et nous, dans le golf, on est beaucoup plus en avant, si je puis dire, je me permets de dire ça, par rapport au foot ou au rugby, parce que nos jardiniers ont l'habitude de l'entretien du gazon depuis tellement d'années de façon plus durable que d'autres sports. Donc, on fait de l'échange d'expériences et du travail avec les universités, avec les grands centres de recherche. Ça, c'est pour la partie entretien durable. Donc, Sport Aidé, c'est une coalition d'acteurs sur ces sujets. On a évidemment le sujet de l'eau. Le sujet de l'eau, parce que dès lors qu'on est un sport de gazon et avec des végétaux, évidemment, l'eau, c'est un sujet quand il n'y en a plus, mais aussi quand il y en a trop, parce qu'il y a beaucoup trop de précipitations souvent. Donc là, on travaille avec les agences de l'eau. On a des conventions avec les agences de l'eau et on travaille la réduction des consommations en eau. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais sachez que ça demande un peu de dépassement de soi pour arriver à tenir tous ces enjeux, y compris dans le monde du golf. Mais on y arrive et on réduit formidablement en ce moment les consommations d'eau dans le monde du golf. Ne serait-ce que parce que les joueurs ont commencé à comprendre qu'on peut quand même jouer au golf, même si le gazon il est jaune, et même s'il n'y a plus de gazon, parce que de toute façon, une balle, elle peut rouler, et il s'agit juste de savoir mieux jouer si on joue sur des pierres ou si on joue sur le sable. Donc là, c'est des questions aussi de représentation mentale. Et puis, aussi, je dirais peut-être surtout, on travaille sur la préservation de la biodiversité, et ça, c'est un sujet dont je suis particulièrement fière, parce que en France, on est très en retard. Les entreprises sont très en retard sur la question de la biodive en particulier, et vous le savez sûrement, mais en l'occurrence, nous, dans le monde du golf, on a cette formidable richesse d'une biodiversité extrêmement diversifiée qu'on contribue à préserver, nos jardiniers le font, et en dehors d'un parcours, le reste des espaces golfiques, c'est plus de 50% d'un club de golf, ce sont des espaces naturels, des prairies, des forêts, des points d'eau, enfin toute une série d'espaces qui nous permettent, en lien avec le Muséum national d'histoire naturelle, on a des conventions de partenariat depuis maintenant 15 ans, et on a créé un label qui s'appelle Golf pour la biodiversité, sous l'égide du Muséum national d'histoire naturelle, avec les plus grands scientifiques du monde, pour veiller à ce qu'il y ait un protocole de préparation, organisation, inventaire, diagnostic écologique de chacun des golfs français. Et ça, c'est extrêmement rigoureux, extrêmement pointu. Et j'ai la grande joie de vous dire que nous avons des golfs or, des golfs argent, des golfs bronze dans la labellisation biodiversité. Et devinez où se trouve le premier golf qui a été labellisé or? À La Rochelle. Et ça, c'est formidable, sachez-le, moi je suis très fière de cela. À La Rochelle Sud, c'est le golf le plus écolo de France, pratiquement. Il y en a un autre qui est dans le sud, et c'est Terre Blanche, et je dois aussi saluer ceux qui le font. Donc voilà pour vous dire qu'on ne peut pas faire tout cela seul. Se dépasser, et le dépassement de soi dans le monde du golf, il faut évidemment l'apprécier en tant que sportif, mais aussi en tant que pour la transition écologique. Vous pouvez compter sur moi, sur ma détermination et sur mon opiniâtreté pour que le monde du golf français bouge et bouge vraiment dans ce domaine. Sachez-le, avec beaucoup d'actions, des programmes très très concrets, et vous pourrez regarder tout cela sur le site de la fédération. En l'occurrence, vous pouvez, pour en savoir plus sur bien des choses que je développe avec mon amie Laurence Monnoyer-Smith, que vous avez entendu l'an dernier ici même, qui est la directrice développement durable du CNES, et avec beaucoup de mes amis du cercle de l'expertise à mission, ici même Michel Papalardo, avec moi, dans ce cercle qui est un cercle des meilleurs experts français sur les sujets de transition écologique, parce que, tout simplement, on se constitue des petites task force, on travaille ensemble et on fait des choses absolument fabuleuses, avec une amitié toujours au cœur de tout ce que l'on fait. Mais ensemble, on a inventé, eu envie d'écrire, de préparer et de développer ce livre de façon à ce que les leaders d'aujourd'hui, dans les entreprises, puissent en un clin d'œil, un 360 sur toutes les idées clés à connaître, les étapes clés, les lieux à savoir, évidemment E5T dedans, vous l'imaginez bien, mais
il y en a quelques autres, il faut bien le dire. Il faut savoir aussi que dans ce livre, il y a des sortes de QR codes. Ça, c'est la grande idée de Duno, qui m'a dit, mettez des QR codes de façon à ce que certaines des rubriques, celles qui sont vite caduques, la réglementation qui parfois bouge un peu vite dans les domaines de la transformation durable et de la RSE, tous ces sujets-là qui sont vite caduques, grâce au QR code, on peut changer les textes très rapidement et vous les télécharger automatiquement. Et nous, les autrices, nous pourrons avoir ça. Et ça, c'est fabuleux parce que le livre, du coup, il sera pérenne. N'hésitez pas à l'acheter, le commander si ça vous intéresse. De toute façon, c'est Duno qui prend, vous savez, c'est pas les auteurs, les autrices. Mais enfin bon, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça puisse servir, vous aider, poursuivre et aider aussi à la pédagogie. Et je suis très fière de vous dire que j'enseigne à HEC, que la prochaine promotion de tous les entrées à HEC, là, ils vont travailler à partir de mon bouquin. Et je crois qu'on va continuer tous ensemble à porter la bonne parole. En tous les cas, je vous remercie pour votre attention.